le premier halving du Bitcoin, je crois que c'était 10 500 000 Bitcoins, parce que ça collait pile au premier nombre de blocs qui était 210 000 blocs. Tu vois, 210 000 blocs, 50 Bitcoins par bloc. Oui, il y en a certains Bref, qui on fait les à maths. peu près, quoi. Au lieu de dire Bit&Sor, au lieu de dire le premier halving aura lieu après 210 000 blocs, il reste sur ce chiffre de 10 500 000 Tao. Par contre, ce chiffre de 10 500 000 Tao, il ne fait pas que augmenter grâce à l'émission, il peut venir baisser avec le recyclage. Qu'est-ce qui pourrait être développé via Bit&Sor? On peut partir sur des choses Écoute, un peu folles. j'en parlais tout à l'heure, la fission nucléaire. S'il y a des gens qui travaillent dans le nucléaire, ils vont sûrement me prendre pour un fou ou alors pour quelqu'un qui n'y connaît rien, ce qui est vrai. Mm. Mais en fait, moi, ce que j'imagine, ce que j'espère, c'est comme ça, c'est des problèmes comme ça auxquels il n'y a pas de solution actuellement. Et la solution, elle est, c'est ça, le champ des possibles est quasiment illimité. Bonjour et bienvenue sur le podcast de Cryptost. Aujourd'hui, on reçoit Gustave Laurent de Manta Minds et on va parler d'un projet crypto qui s'appelle Bit&Sor et qui est principalement focalisé sur la narrative intelligence artificielle. Salut Gustave, je te laisse te présenter en quelques phrases. Salut Robin, merci de m'inviter. Comme tu as dit, Gustave, je suis dans la crypto depuis à peu près 7 ans, après avoir découvert le Bitcoin quand je faisais mes études. Voilà, ça m'a complètement passionné, autant d'un point de vue technique que philosophique, social, c'est un peu cette révolution monétaire. Et donc, j'ai continué à faire mon petit bout de chemin dans l'écosystème. Et j'ai travaillé un peu dans le Bitcoin, un peu dans la DeFi, pendant 3 ans dans la DeFi chez Engel Protocol, que vous connaissez sûrement. Ensuite, après avoir quitté Ang, j'ai découvert Bit&Sor. Et c'est là que j'ai décidé de me concentrer à 100% sur Bit&Sor avec Antoine, mon ami et cofondateur. Et donc, on a créé Manta Minds. Ok. Comment tu t'expliquerais Bit&Sor à un néophyte, quelqu'un qui connaît pas du tout ce projet? Alors, je pense qu'il faut quand même avoir des petites connaissances de crypto, au moins de comprendre Bitcoin, etc. Ça tourne beaucoup autour des incentives Bit&Sor. En fait, le but de Bit&Sor, c'est d'avoir un réseau qui va être une architecture pour permettre à des gens de venir développer des applications qui ont besoin de récompenser des actions, de récompenser des comportements. Et donc, en fait, Bit&Sor, ça vient comme chapeauter toutes ces applications informatiques qui ont besoin de courbes d'incentive, de systèmes d'incentive pour fonctionner. Donc si on reprend l'analogie avec le Bitcoin, par exemple, le Bitcoin, c'est un système d'incentive autour de la proof of work. Et le but, c'est que tout le monde se coordonne pour avoir cette monnaie décentralisée, etc. etc. Et donc sur Bit&Sor, ça permet de créer n'importe quel type d'application autour d'un système d'incentive bien précis. Et donc si je réfléchis à des exemples, on a par exemple un subnet de génération de trafic. Donc l'objectif, c'est de générer du trafic sur, par exemple, un site internet, sur Cryptost, par exemple. Et donc, vous allez pouvoir créer un subnet et payer des gens qui vont venir générer le meilleur trafic ou la meilleure quantité de trafic sur Cryptost, par exemple. Ok. Voilà, tu es déjà rentré un peu dans la technique subnet. J'y suis allé trop fort, désolé. Si on revient un peu sur comment est-ce que c'est construit justement Bit&Sor, est-ce que tu peux nous expliquer un peu l'architecture du projet? Ouais, alors c'est vraiment quelque chose en entonnoir comme ça. Donc d'abord, on a la chaîne principale qui vient coordonner les différents subnets entre eux. Donc quand je dis subnet, c'est sous-réseau, subnetwork. Donc tous ces sous-réseaux, en fait, ils vont venir rentrer en compétition pour récupérer le plus d'émissions de Tao. Donc il y a des Tao qui sont émis, comme le Bitcoin, limite à 21 millions. En ce moment, c'est un Tao par bloc avec un halving plus ou moins tous les 4 ans. Ça, c'est un peu différent. C'est assez intéressant ce qu'ils ont On changé à ce reviendra niveau-là. spécifiquement sur les tokens, la tokenomics. Très bien, super. Je vous laisse ça pour l'instant. Mais donc l'idée, c'est que tous ces subnets, toutes ces applications, elles rentrent en compétition pour récupérer le plus d'émissions de tokens. En fait, c'est une compétition entre les applications. Ensuite, dans chaque application, dans chaque subnet, il y a une autre compétition qui se fait entre les mineurs. Donc les mineurs, ils veulent chercher le maximum de récompenses du subnet en faisant le travail que le subnet demande. Donc ils sont tous en compétition, ces mineurs. Il y en a 220 à peu près par subnet. Ils sont tous en compétition, comme sur Bitcoin pour résoudre le proof of work.
sur un subnet pour résoudre la tâche précise. Ouais, parce que chaque subnet a un peu son application spécifique. Exactement. C'est très spécifique. On peut même avoir deux subnets qui ont à peu près la même application, mais dont le système de récompense va être différent. Donc tout à l'heure, je te parlais de la génération de trafic. On peut imaginer un subnet qui va rémunérer plus la quantité et l'autre qui va rémunérer plus la qualité, donc le temps passé sur les pages, etc. Et donc ça va avoir deux subnets qui, en apparence, ont le même objectif, mais en fait, dans les détails, vont fonctionner de façon très différente. Ok. Et si on continue sur le fonctionnement, euh, n'importe qui peut lancer un subnet. Il y a un nombre maximum de subnets, j'imagine, qui peuvent être présents sur BitTensor. Alors, il y a, en novembre 2023, il y avait un seul subnet. Les subnets n'avaient pas encore émergé. Aujourd'hui, il y a 64 subnets sur BitTensor, donc 64 différentes applications qui sont en train d'évoluer. Aujourd'hui, ça coûte cher de s'enregistrer en tant que subnet. Il y a un coût au réseau, on paye en Tao pour s'enregistrer en tant que subnet. Euh, Tao, qui est le token Tao, de le BitTensor. token de BitTensor, exactement. Euh, Avec la mise à jour Dynamic Tao, on va en parler peut-être plus tard, l'idée, en tout cas le but, la vision, c'est vraiment que tout le monde puisse créer son subnet. Donc que le coût pour créer un subnet soit très bas. Et ensuite que le subnet puisse fonctionner ou pas, donc fonctionner ou pas en fonction des émissions qu'il arrive à attirer. Donc le but, c'est vraiment d'avoir un écosystème ouvert où tout le monde peut venir faire son subnet. Ok. Hein, tu me demandais aussi si c'était difficile. Bah, techniquement, je pense que c'est pas difficile de faire un subnet, c'est très difficile par contre de faire un bon subnet. Parce qu'il faut avoir une bonne courbe d'incentive pour encourager les bons comportements sans que ces comportements puissent être abusés. C'est comme si on prend l'analogie avec le Bitcoin, c'est comme si un mineur pouvait publier des blocs sans faire le proof of work. En fait, tricher tout simplement. Et donc si dans un subnet, des mineurs arrivent à tricher, bah, ça casse tout le mécanisme. Ça casse toute la production. Et donc voilà, donc c'est ça qui est très compliqué, je pense. Donc si je résume, on va avoir donc BitTensor, le réseau principal, donc la blockchain Substrate, c'est ça? Ouais, exactement, Substrate. Donc Substrate. Et puis en dessous, on a une multitude de sous-réseaux, donc ce qu'on appelle les subnets. Et ces subnets-là sont composés de trois catégories de personnes, si je ne dis pas de bêtises. Celui qui possède le subnet, donc il l'a créé. Les mineurs, ce que tu appelles les mineurs. Donc, alors le terme, je ne sais pas s'il est bien choisi ou pas, mais en tout cas, c'est ceux qui vont travailler en tout cas pour faire fonctionner le subnet, donner de l'information, enfin créer ce qu'on appelle des commodités, ce qu'ils appellent des commodités numériques. Et Exactement. il y a les validateurs, ceux qui vérifient que ce que font les mineurs sont de bonne qualité, est de bonne qualité pour que les mineurs soient rémunérés pour le faire. Et donc, chacun récupère aussi une partie des tokens Tao qui sont alloués à ces subnets. Exactement. C'est très bien résumé. Donc ce qu'on appelle le subnet owner, donc celui qui a créé le subnet, en fait, quand il crée son subnet, il crée, comme je disais, une courbe d'incentive. En fait, ça va être les critères d'évaluation des mineurs. Donc ça va dire aux mineurs qu'est-ce qu'ils doivent faire et ça va dire aux validateurs comment ils doivent noter ces mineurs. Ensuite, par rapport au partage des émissions de Tao, comme tu disais, il y a les Tao, les subnets qui sont en compétition pour récupérer le plus d'émissions. Et dans chaque subnet, le subnet owner récupère 18% des émissions, les mineurs se partagent 41% des émissions et les validateurs se partagent 41% des émissions. Okay. Et comment on sait le nombre de Tao qui est alloué à chaque subnet, du coup? Alors, c'est ça qui est très intéressant et qui va venir changer avec le Dynamic Tao, la mise à jour qui est actuellement en testnet et qui devrait passer en mainnet dans les mois prochains. Actuellement, c'est les 64 plus gros validateurs du réseau, en termes de Tao délégués, qui décident, qui votent sur quel subnet récupère le plus d'émissions. Et avec le Dynamic Tao, on vient décentraliser ça et permettre à chaque détenteur de Tao de venir voter pour participer à cette émission entre les subnets. Donc concrètement, ce qui va se passer, c'est que en tant que détenteur de Tao, je vais staker mes Tao sur un subnet. Enfin, sur un ou plusieurs subnets d'ailleurs. Mais donc je vais venir choisir ces subnets. Et en fait, en stakant mes Tao, ce qui va se passer réellement, c'est que je vais acheter des tokens du subnet. Ça, c'est suite à la mise à jour. Hein. Ça, c'est suite à la mise à jour, ouais. Dynamic Tao. Donc en fait, ça va demander aux détenteurs de Tao de venir investir dans les subnets. Et c'est cet investissement qui va déterminer combien d'émissions récupère le subnet. D'accord. Parce qu'actuellement,
c'est les 64 validateurs de Bitensor, on va dire ça comme ça, qui vont choisir, bah, là, tel subnet va avoir tant de TAO, tel autre subnet va avoir tant de TAO. Et actuellement, les gens qui possèdent des TAO, les particuliers comme moi par exemple, je vais déléguer à un validateur parce que je trouve qu'il choisit les bons subnets, il fait du bon travail, il regarde bien quelle est la spécificité de chaque subnet et travaille pour bah, que Bitensor se développe de manière générale, globale. Alors, il y a eu une mise à jour intermédiaire qui en fait permet, donc les validateurs, en fait, ils ont dit, OK, on voit que c'est trop centralisé, on va permettre à tous les gens qui nous délèguent des fonds, des TAO plutôt, de voter eux-mêmes et nous, on va voter par rapport à ce que eux nous disent. Mais en fait, c'est une solution qui est intermédiaire parce que même si le vote est décentralisé, il n'y a pas de coût d'opportunité à ce vote. Donc si nous, on vote sur le subnet pour attirer des émissions vers le subnet de notre copain, et qu'en fait, il ne marche pas ce subnet, et qu'en fait, c'était une mauvaise idée, c'est un mauvais subnet, on ne va pas être pénalisé. Tu vois, aujourd'hui, il n'y a pas cette dynamique de marché. Et en fait, Dynamic TAO, c'est ça que ça vient ajouter, cette dynamique de marché qui est essentielle pour bien faire fonctionner toute cette machine, cette grosse machine à incentive qui est BitTensor. Ok. Ok, donc là on a vu les validateurs de Bitensor et donc ensuite on va avoir les subnet owners, donc ceux qui développent les subnets. Ça, actuellement, je crois qu'il y a un nombre minimum de TAO à staker pour développer un subnet. Exactement. Ouais. Aujourd'hui, je pense que la limite, c'est à peu près 2000 TAO. Donc c'est au prix actuel de 400 $, ça fait quand même pas mal de dollars. Alors, en sachant qu'aujourd'hui, ce coût-là, il est bloqué. Mais on le récupère si notre subnet est déregister. Donc, si notre subnet, donc je vous ai qu'il y avait 64 subnets. Et en fait, si si un nouveau subnet vient remplacer un des 64 subnets, ce subnet d'avant, précédent, va récupérer, le subnet owner va récupérer Ok. ce. Et actuellement, 64, c'est figé dans le marbre ou ça a amené à évoluer Non, là c'est 64, ensuite mise à jour Dynamic TAO, et ensuite, quand la fondation voit que, enfin si on voit que la mise à jour se passe bien, là il y a une ouverture du nombre de subnets. Ok. Et donc, les créateurs de subnet, c'est eux ensuite qui mettent en place un peu le système d'incentive, donc d'incitation, et qui designent un peu le format de leur subnet, choisissent aussi sur quoi est-ce que les mineurs vont travailler, j'imagine, Exactement. et ce que les validateurs doivent vérifier. Exactement. Donc c'est-à-dire qu'ils choisissent la problématique, donc la fonction à optimiser, le travail des mineurs, les critères d'évaluation des mineurs, et ensuite toute l'architecture de communication entre les mineurs et les validateurs. Ok, d'accord. Et donc, les subnets, il y en a qui font un peu tout et n'importe quoi, mais je crois que ça tourne quand même beaucoup autour de l'IA. Exactement. Bah, tu vois, ta question, elle est bien tournée parce que ce qu'on comprend, c'est ça, que BitTensor peut venir incentiver n'importe quelle application, n'importe quel type d'application. Par contre, effectivement, comme tu le dis aussi, il y a un use case qui est particulièrement intéressant à incentiver aujourd'hui, c'est l'IA. Donc, on a une grosse majorité de subnets d'IA qui sont créés et avec aussi une grande diversité de subnets. Ce n'est pas que des chats GPT décentralisés. En fait, il y a plein d'applications très spécifiques à l'IA qui sont développées en tant que subnet sur BitTensor. C'est quoi de création d'images? Alors, il y a tout ça, mais le plus intéressant, je pense, c'est de voir qu'en fait, c'est chaque étape du développement d'une intelligence artificielle qui peut être transformée en subnet. Donc, par exemple, il y a la récupération de données, ça va être un subnet. Ensuite, il y a l'entraînement de ces données, ça va être un autre subnet. Ensuite, il va y avoir le fine-tuning tout à la fin, ça va être un autre subnet. Il y a par exemple, même avant ça, le compute, donc louer des machines de la puissance de calcul pour pouvoir entraîner un IA, etc., etc. Et si on prend un exemple bah, justement avec le compute, donc il y a le subnet owner qui a dit voilà mon subnet, je veux attirer des mineurs qui mettent à disposition, j'imagine, de la puissance de calcul. Exactement. Des validateurs qui vérifient que la puissance de calcul est bien mise à disposition. Exactement. Et ils l'utilisent ou pas, ces validateurs, la puissance de calcul? Alors, les validateurs, le travail qu'ils ont, en fait, c'est de noter les mineurs, mais c'est aussi de donner accès à la production du subnet.
Donc comme tu viens de le dire, c'est aussi le travail du validateur. En fait, le validateur, c'est le seul qui a accès au mineur. C'est le seul qui peut communiquer avec le mineur. Donc il a deux responsabilités. Un, le noter. Et deux, c'est revendre cet accès, ou en tout cas redistribuer cet accès à des consommateurs. Donc n'importe qui. Par exemple, n'importe quel validateur de ce subnet de compute pourrait faire une interface où on peut arriver, cliquer sur certains boutons pour accéder à ces ressources. Ok, d'accord. Et il ferait payer, par exemple, les accès, Par exemple. etc. Et donc, ces validateurs-là récupèrent aussi un pourcentage des TAO alloués au subnet. Exactement. Donc en fait, à terme, ils ont un peu deux sources de revenus, voire leur source de revenus va passer aujourd'hui des émissions de Tao à en fait plus tard monétiser la création des commodities, c'est pour ça que c'est pas ça des commodities, des digital commodities des subnets, les monétiser en les vendant et en les distribuant à des consommateurs. Ok. Et donc c'est là qu'est la vraie, euh, on va dire la vraie valeur à long terme de BitTensor, notamment pour les validateurs, mais aussi pour le réseau en lui-même. C'est la D'accord. distribution de toute cette production. Ok. Et pour devenir un mineur, enfin n'importe qui peut devenir un mineur sur un subnet. Si moi j'estime être en capacité de louer des machines ou peu importe, de créer un système de prédiction par exemple pour de futurs événements, etc. Je peux moi m'enregistrer et puis mettre à disposition mon modèle. Ouais, complètement. Ça fonctionne un peu comme le système d'enregistrement des subnets, pas exactement. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une limite de 256 participants en fait au subnet. Il y a, je crois, une limite d'une trentaine ou quarantaine de validateurs. Et ensuite, tous les autres peuvent être mineurs. Quand on est mineur, on doit devoir acheter son slot. Donc, pour être subnet owner, on le bloque. Là, pour le coup, on ne le revoit pas. C'est un coût qu'on paye pour participer au subnet. Et ce coût varie en fonction de la demande. D'accord. Donc, si tout le monde veut être mineur sur un subnet parce qu'en fait, la production, les rémunérations en TAO, etc., sont très intéressantes, et ben, le coût d'enregistrement va être plus élevé. Et donc, ça va venir brûler du TAO. Quand on s'enregistre en tant que mineur, il y a ce système qui s'appelle le recycling, donc le recyclage de TAO. En fait, nous, on va venir remettre, en tant que mineur, quand tu t'enregistres, tu vas remettre les TAO que tu payes dans la pool de TAO qui a vocation à être émise dans le futur. Ok. C'est pour ça qu'on appelle ça un recyclage. Est-ce que je continue sur la tokenomics parce qu'il y a un... Ouais, on peut, parce qu'il y a 21 millions, c'est ça, de TAO Exactement. au maximum, comme Bitcoin. Voilà, comme Bitcoin. Donc ça, c'est un des aspects qui m'a tout de suite plu au début, c'est qu'on voit vraiment que les fondateurs, ils ont repris la tokenomics de Bitcoin, ils ont dit, OK, c'est top, comment on peut l'adapter un peu à notre use case? Et donc, ce qu'ils ont fait de très intéressant, c'est que les halvings, au lieu de dépendre exactement du nombre de blocs, donc vraiment toutes les 10 minutes, etc., donc tous les 4 ans comme une horloge, on va les mettre en fonction de la quantité de Tao émis. Et on va rajouter quelque chose qui permet de faire diminuer cette quantité de Tao émis. C'est le recyclage dont je viens de te parler. Donc en fait, plus il y a de mineurs et de validateurs, c'est la même chose pour les validateurs, qui viennent s'enregistrer sur des subnets pour participer à des subnets, plus la quantité de Tao en circulation va venir baisser. Parce que ces gens-là, ils ont des Tao et ils vont les recycler. Donc ils vont les enlever de la circulation. Et donc ça, qu'est-ce que ça va faire? Ça va venir retarder le halving. Ok, je vois. Tu vois? Donc en fait, ça peut être même pas déflationniste, mais en fait, la quantité de Tao peut baisser progressivement enfin, baisse en fait. Alors, il y a quand même aujourd'hui 7200 Tao par Oui, c'est jour. vrai. Tu as un Tao par bloc, donc il y a l'émission. Donc il faut venir contrebalancer l'émission. Donc ça voudrait dire vraiment beaucoup de demandes d'enregistrement. Mais donc il y a ce premier halving qui va être retardé. Mais si on attend peut-être 1, 2, 3 halvings, oui, effectivement, c'est possible que on n'aille pas jusqu'à la fin des halvings. Parce qu'il y a qu'en une fait, fin il y aura quand un même. équilibre. Ben non, mais je veux dire, comme c'est le problème de 2140 sur Bitcoin. C'est le problème qu'en fait, c'est possible. Donc, ce qui est intéressant, c'est que cette adaptation à leur use case spécifique sur BitTensor, ça vient aussi régler ce problème. C'est-à-dire que tant qu'il y a de la demande d'enregistrement, la supply de Tao en circulation va venir baisser, et donc le halving va être retardé. Et donc, en fait, Parce que c'est basé sur la supply, contrairement à Bitcoin où c'est où c'est un basé nombre sur de les blocs. blocs. Ok, d'accord. Exactement. Donc, pour donner un exemple très concret en termes de chiffres, le premier halving du Bitcoin, je crois que c'était 10 500 000 Bitcoins.
si je dis pas de bêtises, parce que ça collait pile au premier nombre de blocs qui était 210 000 blocs. Tu vois, 210 000 blocs, 50 bitcoins par bloc. Oui, il y en a certains. Bref, qui on fait les maths. Au lieu de dire Bit&Sor, au lieu de dire le premier halving aura lieu après 210 000 blocs, il reste sur ce chiffre de 10 500 000 Tao. Par contre, ce chiffre de 10 500 000 Tao, il ne fait pas que augmenter grâce à l'émission, il peut venir baisser avec le recyclage. Ok, donc là tu nous as parlé de l'utilité du token. Est-ce qu'il y a d'autres utilités que ce dont on s'est parlé juste avant? Oui, tout à fait. Il y en a une deuxième. Donc la première utilité là, dont on parlait, c'est l'enregistrement en fait, sur le réseau. Et la deuxième, on en a parlé mais moins explicitement, c'est en fait en tant que validateur, je disais que un validateur, il donne accès à la production du réseau, du subnet, pardon, des mineurs, aux consommateurs. Mais pour avoir cet accès, il a besoin des TAO. En fait, les TAO, c'est ce qui lui donne la bande passante. Plus tu as de TAO, plus tu vas avoir de bande passante. Pourquoi? Parce que quand tu vas venir noter le mineur, quand tu vas venir donc noter le mineur, ta note aura plus de poids si tu as plus de Tao. Et est-ce qu'il y a un système qui te pénalise si jamais on considère que tu notes mal? Ouais, totalement. En tant que validateur, toi, tu es rémunéré en fonction de l'écart entre ta note et la moyenne des notes. D'accord. Voilà, une sorte de consensus propre au validateur. Ok. Et donc, pour revenir sur l'utilité du Tao, c'est ça, c'est vraiment la vraie valeur du Tao à terme, c'est ça, c'est en tant que bande passante pour permettre d'avoir accès à la production des subnets, à la production des mineurs. Ok. Et comment un particulier peut staker ses TAO? Ça se stake auprès des validateurs, des 64 validateurs, des 64 plus gros validateurs qui ensuite choisissent la répartition de TAO sur les subnets de Bit&Sor? Alors, c'est une grande question parce que justement, c'est un peu différent que sur Ethereum, par exemple. Donc, on parle de validateurs depuis tout à l'heure et de mineurs. Je pense que les mineurs, on a été assez clair, ils remplissent, ils font le travail du subnet. Les validateurs, ils valident pas la blockchain, ils valident pas les transactions comme sur Ethereum. Les validateurs, ils valident la production des mineurs. Voilà, donc c'est important de comprendre que c'est différent. Et donc le travail du validateur, il n'est pas, pardon, et donc le rendement du validateur ensuite, il va venir de faire ce travail de validation sur tous les subnets. Si, comme les émissions de Tao sont distribuées entre tous les subnets, si un validateur ne valide pas sur tous les subnets, eh ben, il ne peut pas récupérer toutes les émissions en Tao. Un validateur n'est pas dédié à un subnet? En principe, justement, voilà, tu pointes du doigt l'incompréhension un peu de l'activité actuelle des validateurs, c'est qu'aujourd'hui, les validateurs travaillent sur tous les subnets pour récupérer justement toutes ces émissions. Mais si on réfléchit à terme la vision de Bit&Sor, le but d'un validateur, c'est de valider un subnet pour être professionnel sur ce subnet, pour revendre la production. Exactement. Et c'est là où on a la différence entre le validateur et le délégateur, qui va être responsable de déléguer les fonds des utilisateurs, des Tao holders. Et c'est ce que nous, on fait chez Manta. C'est pour ça qu'on a créé MantaMinds, en fait. C'est parce qu'on s'est rendu compte de cette différence et du fait qu'avec le nombre de subnets qui augmente, les validateurs, de toute façon, ne pourront pas continuer à valider sur tous les subnets. Ils vont devoir se spécialiser, ce qui, au passage, est très bien pour le réseau. Parce que du coup, on a des meilleurs validateurs sur chaque segment, sur chaque subnet. Et donc, nous, notre travail, c'est de venir allouer les Tao aux meilleurs validateurs dans chaque subnet et à terme, après le dynamic Tao, aux meilleurs subnets. D'accord. Et là, vous allouez aux validateurs, on va dire en bout de chaîne, Exactement. mais pas aux premiers validateurs qui choisissent les récompenses en Tao pour chaque subnet. Alors en fait, les premiers validateurs, c'est les 64 plus gros validateurs du bout de la chaîne. D'accord, ok. Voilà. Mais tu as dit qu'il y en avait 40, c'est ça, par subnet en moyenne de À peu validateurs? près, ouais, c'est ça. D'accord, donc il n'y a pas non plus, il n'y a pas que 40 validateurs qui valident les 64 subnets. Non, et différents. quand je te dis 64, en fait, il n'y en a pas 64 non plus. C'est les 64 plus gros, mais aujourd'hui, il y en a une trentaine, je pense, qui choisissent vraiment la répartition des émissions. Ok. Et donc en fait, ces validateurs-là, c'est un peu, pas des sangsues, mais on va dire, ils essayent de valider partout le plus de choses possible, mais tu peux pas valider correctement 64 subnets différents. Exactement. C'est pour ça que, aujourd'hui, ces validateurs-là, en général, les validateurs qui valident vraiment sur vraiment
tout seuls individuellement sur les 64 subnets, ils n'ont pas des très bons API. On tourne autour de 12, 13, 14, alors que l'API que nous, on peut récupérer, on peut donner aux utilisateurs en allant chercher le meilleur validateur dans chaque subnet individuellement, on tourne plus autour de 19 ou 20. Ok. API, donc c'est le rendement si tu vas déléguer tes TAO Exactement. au validateur. Exactement. Et en fait, c'est normal, c'est qu'un validateur, il va être très bon sur une dizaine de subnets, moyen sur 15-20 autres, et pas très bon sur les derniers. Et donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher le meilleur sur chacun des subnets. Ok. Et je voulais revenir un peu sur ces validateurs-là. Quand ils valident donc les données, on va dire, des mineurs ou ce que produisent les mineurs, comment est-ce qu'ils le valident? Ils testent ça, j'imagine, tu ne peux pas tout tester on-chain. Je ne sais pas, il y a un mineur, enfin des mineurs qui vont produire les meilleures images possibles via un LLM. Comment est-ce que les validateurs vont vérifier ces images-là? J'imagine qu'ils font des tests eux-mêmes off-chain, du coup, pas sur la blockchain. Ça, c'est très intéressant comme question. Ça, c'est le fonctionnement du subnet. Donc ça, c'est le subnet owner qui vient faire cette communication, comme je disais, entre le validateur et le mineur. Et effectivement, cette communication, elle n'a pas lieu on-chain. Ce qui est on-chain, c'est la publication des résultats. Et donc, le validateur, si lui ne publie pas ses résultats, donc sa notation des mineurs, il n'est pas rémunéré. Et donc, si le mineur, son résultat n'est pas publié, il n'est pas rémunéré non plus. D'accord. Voilà. Donc, tout ça, le subnet, en fait ce qui se passe dans le subnet, c'est off-chain. Et ensuite, le résultat de ce qui s'est passé est publié sur la chaîne. D'accord, ok. J'avais vu justement que certains en abusaient et copiaient ce que faisaient d'autres Ouais. validateurs pour justement pas faire tout ce travail de vérification, Complètement. etc. C'est un autre problème que vient résoudre le Dynamic DAO, c'est qu'aujourd'hui, il y a peu de coûts d'opportunité à être validateur sur un nouveau subnet, puisque une fois que tu as des TAO, une fois que tu valides sur un subnet, tu peux reproduire ton système de validation, plus ou moins. En tout cas, non, tu ne reproduis pas ton système de validation, tu reproduis, le poids que tu as en TAO aujourd'hui. Ah ok, si par exemple moi j'ai 10% de tous les TAO, si je valide sur tous les subnets, je gagnerais 10% de toutes les récompenses données aux validateurs. Exactement, tu auras 10% de tous les TAO, c'est exactement ça. Et donc, il n'y a aucun coût d'opportunité à aller valider sur un autre subnet. Et donc, pour revenir à ce dont tu parlais, ça s'appelle le weight copying. Donc, c'est qu'en fait, tu as des validateurs qui ne vont pas faire le travail. Ils vont attendre que d'autres validateurs fassent le travail et ils vont copier les résultats pour les publier on-chain. Ok, très intéressant. Et si moi je suis un particulier, je me dis je veux bien tester un petit peu ce qui se développe sur Bitensor. Donc en tant qu'utilisateur, on va dire final de ce qui est développé, qu'est-ce que tu conseillerais comme subnets qui sont intéressants pour toi? Alors, je pense que le subnet 51 Compute, c'est assez intéressant d'aller voir. Donc, c'est un peu une sorte d'AWS décentralisé, on en parlait tout à l'heure. Le subnet 19, alors, en fait, ce qui est intéressant, c'est que j'ai pas envie de mettre en avant forcément des subnets, ça va être plus des applications qui elles-mêmes viennent se nourrir de un ou plusieurs subnets. Oui, parce que si j'ai bien compris, un subnet peut donner lieu à des centaines, voire des milliers d'applications au final. Ou alors chaque validateur doit faire une application où il peut faire plein d'interfaces différentes pour que... Alors, ça c'est vrai, mais il y a aussi l'inverse. C'est que plusieurs subnets mis bout à bout peuvent créer une application. Tu vois? Ok. Et donc, c'est vraiment les deux. Mais ce que tu disais est vrai aussi. Et donc, par exemple, je pense à Corcel. Corcel, il va y avoir une partie de LLM, une partie de génération d'images et une partie, je ne sais plus si c'est audio, je crois que c'est audio. Donc, ça va être 3 subnets différents. D'accord, c'est pour ça que j'avais vu qu'avec Bitensor, enfin, pourquoi est-ce que c'était si intéressant niveau intelligence artificielle, c'était que potentiellement tu pouvais faire une vraie intelligence décentralisée, artificielle décentralisée de A à Z, avec Exactement. le compute, la récupération de données, le traitement, le fine-tuning. C'est exactement ça. etc. C'est exactement ça. C'est que tu peux vraiment diviser ces étapes et faire un système d'incentive pour chacune de ces étapes. Et ensuite, tu peux agréger tout ça. Et donc là, dans ce cas-là, par exemple, un validateur aurait un vrai intérêt à valider sur les 4 subnets en même temps. Tu vois, pour justement récupérer les 4 outputs de ces 4 subnets et les agréger et là créer une application qui a beaucoup de valeur. Ok, je vois. Et tu as déjà en tête justement, alors plutôt des applications plutôt que des subnets déjà qui sont utilisables, qui fonctionnent bien, qui sont peut-être meilleures que ce que proposent des solutions centralisées, entre guillemets, Web Bien 2. sûr. Bah, il y en a 2 qui me viennent en tête. Donc, un, on en parlait, mais c'est le LLM. Donc, c'est-à-dire que le subnet 9
a battu sur des benchmarks, des modèles de Mistral, des modèles de Meta, le Yamaha, ou en tout cas est aussi a matché le modèle de Meta. Tout ça sur un subnet de BitTensor avec des mineurs et un coût. En fait, ce qui est le plus impressionnant, enfin, il y a déjà le fait que ça match, donc c'est au même niveau, ça c'est déjà assez dingue, mais surtout, faut voir le coût d'entraînement. C'est 50 voire 100 fois moins cher pour entraîner ce modèle-là aussi bien que les autres. Et c'est ça qui est si impressionnant, parce qu'il y a cet esprit de compétition qui pousse tout le monde à être meilleur avec le moins de ressources possible, quoi. Euh, voilà. C'est comme un peu la course des mineurs Bitcoin à l'énergie la moins chère. C'est un peu la même idée. Donc ça, c'est la première application. L'autre application, le subnet que moi j'adore, c'est le subnet 25, Protein Folding, donc c'est un peu plus abstrait, donc je peux peut-être résumer un peu on va dire, ce que c'est que le Protein Folding. C'est qu'en fait, on va venir plier des protéines, assembler des protéines dans tous les sens, à l'infini, pour essayer de trouver de nouvelles protéines. Donc, comme un puzzle. Parce que trouver de nouvelles protéines, ça permet de trouver de nouveaux médicaments, en tout cas de manière de guérir certaines maladies, quoi. Exactement, c'est la recherche médicale en fait. Et donc voilà, mais c'est vraiment de l'aléatoire, enfin, c'est du brute force, quoi. C'est un travail. Et donc maintenant, ce subnet 25 a une vitesse de pliage de protéines, du coup, qui est hyper rapide et qui donc, avance la recherche et a trouvé des nouvelles protéines déjà pour la recherche médicale. C'est quelque chose d'incroyable. Et là, on est beaucoup focalisé intelligence artificielle, du coup, sur BitTensor, mais en fait, c'est un peu... Enfin, il a été catégorisé dans l'intelligence artificielle, mais c'est pas c'est pas que bloqué dans l'intelligence artificielle, ça peut être tout ce qui permet de créer de la data, enfin de... Exactement. En fait, pour moi, le subnet idéal, c'est un subnet qui traite une problématique qui est infiniment améliorable. Tu vois, qu'il n'y a pas de fin qui n'est pas fini, en fait. Exactement comme le Proof of Work de Bitcoin ou comme le Protein Folding. On n'aura jamais, quand je dis jamais, peut-être un jour, mais on n'y est pas, trouvé toutes les protéines. Et là, Const parlait il n'y a pas longtemps de la fission nucléaire. La fission nucléaire, c'est un problème qu'on n'arrive toujours pas à résoudre. En faire un subnet sur BitTensor, techniquement, je ne sais pas comment ce serait possible, je ne sais même pas si ce serait possible, mais c'est typiquement ce genre de problèmes qui n'ont pas de limites, en fait, qui sont, voilà, c'est ça, sans limite, qui pourrait être très intéressant comme subnet. Et donc, oui, en termes d'application spécifique, c'est pas limité à l'IA, c'est vraiment, c'est large, quoi. Et ceux qui développent justement ces subnets, enfin qui doivent les manager, les gérer, entre guillemets, c'est quoi? C'est des personnes, c'est des développeurs, c'est plutôt des chercheurs? Parce que n'importe qui peut pas lancer un subnet et de manière intelligente, parce qu'il y a quand même toute une mécanique derrière qu'il faut comprendre. Faut peut-être être expert aussi dans le secteur de ton subnet. Ouais, bah c'est hyper intéressant. On a vu beaucoup au début, le truc des gens qui arrivent sur BitTensor, c'est de dire je veux lancer mon subnet. Et donc ils arrivent, ils réfléchissent, ils trouvent une idée, et en fait ils se rendent compte que c'est quand même beaucoup plus complexe que ça. Je pense que je ne sais pas si la compétence la plus importante c'est de bien connaître son domaine. Il faut forcément connaître son domaine, mais c'est pas forcément être l'expert, le plus expert dans le domaine, parce qu'en fait le principe même du subnet, c'est justement de dire que les mineurs vont le faire pour toi. Il faut que ce soit les mineurs qui soient les experts, plus que toi en tant que subnet owner. Ok, mais du coup, tu n'as pas besoin d'avoir de connaissances particulières en crypto pour le faire? Non, la connaissance, alors non, déjà non. La connaissance en crypto qu'il faut, c'est plus comprendre quel comportement tu veux récompenser. Voilà, c'est ça qui est le plus complexe. Et ce comportement, il va falloir le traduire au niveau informatique sur quelque chose qui est subjectif, et c'est là où ça va être très compliqué. C'est un peu comme le problème d'hallucination des IA, c'est qu'en fait, toi, tu lui dis fais ça, et en fait, il va faire autre chose pour faire ça, et enfin bref, et tu n'auras pas eu vraiment le résultat que tu voulais, quoi. Ok, mais du coup, tu peux le corriger, ça? Enfin, les règles évoluent en temps réel, quoi. Bien sûr, mais en attendant, tu as des mineurs qui ont payé leur coût d'enregistrement. Toi, si les validateurs voient que ton subnet ne fonctionne pas, ils ne vont pas te donner d'émission. Donc tes mineurs et tes validateurs, ils ne vont pas recevoir de rendement non plus. Donc ils vont partir. Et donc ils vont partir. Et toi, si tu as un nouveau subnet qui arrive et que tu es le dernier en termes d'émission, tu vas te faire remplacer. Enfin bref. Donc oui, tu peux lancer son subnet et dire ah bah en fait, il faut que je la mette. En fait, de toute façon, un subnet, c'est une amélioration continue. De toute façon, si tu lances ton subnet, tu te rends compte que vraiment ça ne fonctionne pas, le mieux c'est peut-être d'arrêter et de revenir derrière, mais c'est pas évident, quoi.
Il vaut mieux bien travailler en testnet, l'améliorer, et une fois qu'il est prêt, là, rentrer en mainnet, vu le coût que ça représente. Ok, d'accord, je vois. Et du coup, je voudrais revenir juste sur MantaMinds et ce que vous faites sur l'allocation des TAO. Pourquoi est-ce que c'est si compliqué pour un particulier de le faire lui-même? Parce qu'il faut tout le temps regarder un petit peu quel est le meilleur validateur, changer régulièrement ses TAO en staking. D'ailleurs, comment est-ce que ça marche concrètement? Est-ce que, comme sur Cosmos ou autre, on a un délai quand on veut déstacker ses TAO pour les restacker ailleurs? Exactement. Alors là, tu pointes du doigt plein de petites spécificités sur la chaîne BitTensor, des petites limites que l'utilisateur ne connaissait pas forcément et qui ont fait qu'on a ajouté pas mal de valeur. Mais la principale valeur qu'on ajoute, c'est dire que, comme tu dis, il faut venir, si tu veux optimiser ton APY, donc si tu t'en fous, tu peux aller déléguer à n'importe qui, et voilà. Si tu veux quand même gagner le meilleur APY, bah, il faut venir optimiser ça, et donc techniquement, c'est compliqué, parce qu'il faut aller chercher, comme je disais tout à l'heure, le meilleur validateur dans chaque subnet. Voilà. Et c'est là où nous, on rentre en jeu, c'est-à-dire que techniquement, on a mis en place l'infrastructure pour optimiser ça, en plus des petites spécificités comme les 360 blocs, enfin un petit délai pour quand tu unstake, tu restake, et une limite de 0 à 1 TAO, enfin bref, plein de petites spécificités comme ça. Donc nous, on vient optimiser tout ça et le proposer en un clic à l'utilisateur de façon non custodiale aussi. Parce que la délégation sur le Tensor, c'est non custodial, donc nous, on peut proposer ce produit sans avoir le contrôle des tokens de nos utilisateurs. Donc si on se fait hacker, aujourd'hui, les utilisateurs, ils ne se perdront pas leurs tokens. Et ça, c'est hyper intéressant par rapport au staking d'Ethereum. Parce que si aujourd'hui Lido se fait hacker, pour une raison X ou Y, bah, le STETH, il ne vaut plus rien. Il n'y a plus d'Ether dans le smart contract. Alors que ça, c'est pas le cas sur BitTensor aujourd'hui. Ok. Et quand tu Avec les MantaMinds. réalloues, tu as un système d'attente ou c'est immédiat, tu disais? Alors justement, du coup, nous, on optimise ça. Par exemple, il y a une limite sur la chaîne où quand quand tu délègues à un nouveau validateur, eh ben, en fait, tu vas attendre plus ou moins 24 heures avant que ta stake soit prise en compte. En fait, c'est pas forcément 24 heures, c'est qu'il y a un tempo pour chaque validateur qui a lieu toutes les 24 heures. Mais donc, si tu arrives à 23h59, c'est pas exactement 23h30, et ben en fait, à la 24e heure, ça va être pris en compte. Donc, par exemple, nous, c'est typiquement quelque chose qu'on va venir optimiser aussi. D'accord, ok. Oui, parce que j'allais dire, si tu déstakes tout le temps, au final, enfin, si tu changes de validateur constamment, T'as pas de reward. t'as pas de reward. Grosso modo, t'as pas de reward. Ok. Donc, voilà. Et on a vu d'ailleurs, c'était marrant, Antoine a regardé ce qui se passait un peu sur la chaîne et il a vu qu'il y avait un gros TAO holder, il avait à peu près 10-15 000 TAO, je sais plus, qui justement essayait de faire ce qu'on fait, donc d'aller des meilleurs validateurs en meilleurs validateurs. Et sur l'espace de 2 semaines, il a dû perdre à peu près 4 jours de reward, donc c'est quand même énorme. Sur 14 jours, c'est quasiment un tiers de ses rewards, parce qu'il n'avait pas bien compris ce système de cooldown et que tu n'accumulais pas des rewards tout de suite. Et donc on a fait des petits tweets, on lui a envoyé des messages, etc. Enfin, mais on sait toujours pas qui c'est, je crois. Mhm. Voilà. Ok, bon. Intéressant. Ouais, donc vaut mieux passer par des experts, entre guillemets, C'est là-dessus. ça. Je voulais juste revenir sur quelque chose, parce que j'ai un doute si j'ai bien compris. Les validateurs en bout de chaîne, en fait, c'est les mêmes que tu retrouves en début de chaîne, mais c'est juste les 64 plus gros Exactement. qui allouent, oui, donc voilà, en fait, c'est logique, ils vont allouer les rémunérations en TAO au subnet, bah, là où ils sont déjà de base pour gagner le plus de Exactement. TAO. Exactement. Ok, Voilà. donc Un autre biais. En fait, on parlait hier avec le fondateur de BitTensor et on avait justement ce débat avec lui, enfin cette discussion avec lui où on parlait du fait que les validateurs et les délégateurs, les allocateurs en fait, devraient être deux rôles différents. Ils sont en fait deux rôles différents si on réfléchit à BitTensor, à ce qu'est BitTensor, à comment fonctionne BitTensor. Et donc c'est vraiment là où nous on veut se différencier. Nous on n'est pas des validateurs. Aujourd'hui, MantaMinds, c'est un allocateur. On est un allocateur de TAO pour trouver le meilleur APY pour les holders de TAO. Ok. Et donc vous vous focalisez juste sur la PY, parce que si vous devez vérifier ce que font les validateurs sur 64 subnets, c'est impossible. C'est Ouais. impossible aussi. Exactement. Ok. Exactement. Donc vous, c'est purement mathématique. Ouais, exactement. Ok. Et sur les... Ouais, vas-y, pardon. Non, j'allais dire, ça c'est le cas aujourd'hui. Après, il va y avoir la mise à jour Dynamic TAO. Donc on n'en a pas encore parlé. Oui, Ça va être, j'allais y venir justement sur les mises à jour. Dynamic TAO, ça a pour ambition de justement décentraliser, si j'ai bien compris, les émissions de TAO pour que ce ne soit plus qu'entre les mains des 64 plus gros validateurs.
Exactement. Et pour décentraliser ça, des 64 plus gros validateurs à tous les détenteurs de Tao. Voilà. Donc, quand on est détenteur de Tao, aujourd'hui, le choix, c'est à quel validateur on délègue. Une option, c'est, en fait, je vais confier cette délégation à MantaMinds, qui va allouer pour moi au meilleur validateur. Après la mise à jour Dynamic Tao, en tant que holder de Tao, la nouvelle problématique, ça va être sur quel validateur je délègue, mais aussi sur quel subnet. Il va falloir choisir ces subnets. Et c'est là où, tu as bien compris, 64 subnets qui font tous des choses très spécifiques, compliquées et différentes, c'est impossible. Oui, les gens, ils n'ont pas que ça à faire, ils ne sont pas Exactement. full-time à regarder ce qui se passe sur Exactement. Tao. Et c'est là où on va intervenir avec MantaMinds, c'est qu'on veut faire des stratégies out of the box, disponibles pour les holders de Tao, avec différents profils de risque. Donc la première une stratégie, ce sera risk-free. Évidemment, donc l'APY, il est un peu moins intéressant. Ensuite, une autre stratégie, on va venir sélectionner certains subnets. Par exemple, le top 5 des subnets en termes de market cap, ça va être un autre produit, plus risqué, mais aussi potentiellement plus de rendement, etc., etc. Et vous avez prévu des stratégies par thématique un peu? Exactement. Moi, je veux financer la recherche, je veux que... Par exemple, on peut faire donc par thématique, comme tu dis, donc IA classique, recherche médicale, ou aussi par équipe de développement. Tu vois, il y a des équipes, il y a des équipes qui développent plusieurs subnets. Parce que, comme je te disais, des subnets peuvent profiter les uns des autres. Notamment Macrocosmos qui fait plusieurs étapes de l'IA, donc ce dont tu parlais, data scraping, entraînement des données, etc., etc. Donc on pourrait faire une stratégie Macrocosmos, par exemple. Il y a déjà des chercheurs qui utilisent Bitensor. Tu as des exemples en tête, des équipes de chercheurs ou... C'est une bonne question. C'est une bonne question. J'avais un ami d'amis au téléphone il n'y a pas longtemps qui est ingénieur en machine learning. Et donc je l'appelle, je lui dis ouais, je pense que ça pourrait t'intéresser. Et il dit ah bah c'est dingue, c'est exactement ce que je cherche depuis plusieurs semaines pour mon boulot de chercheur. Donc moi je connais pas aujourd'hui de chercheur qui l'utilise, mais lui typiquement je lui en ai parlé, ça l'a beaucoup intéressé. Euh, et en fait c'est donc pour les gens qui sont peut-être chercheurs ou qui sont dans la data, je sais pas si ils connaissent, peut-être que tu connais Kaggle. En fait c'est un site de compétition de data sur Internet. Donc c'est très simple, c'est des compétitions de data, il y a des prix. Bah, l'idée, c'est qu'en fait, donc les chercheurs utilisent ça, pardon, pour faire de la recherche et avoir plein de participants à cette recherche. Ce qu'on appelle de la recherche collaborative, c'est ça? Exactement. Intelligence collective. Exactement, c'est tout ça, ouais. Et en fait, un subnet, c'est ça. Une fois, quand on crée notre subnet, on dit à tout le monde, bah, venez participer au subnet et vous allez être, par défaut, vous allez être rémunéré. Ok. Donc en fait, quand on catégorise Bitensor en tant qu'intelligence artificielle, c'est pas correct parce que ça pourrait aussi rentrer dans de la science décentralisée. On a fait un podcast avec, j'ai fait un podcast avec Alexandra Smiley il y a quelques semaines où on parle de ça. Ça rentrerait totalement là-dedans. Exactement. Et c'est pour ça que depuis le début, on se tue à dire avec MantaMinds et avec Antoine que c'est ça, c'est Bitensor, ça se cantonne pas à l'intelligence artificielle. Et donc, quand on dit ça, les gens nous prennent un peu pour des fous parce que l'intelligence artificielle, c'est ce dont tout le monde parle aujourd'hui. Évidemment. C'est tendance, donc voilà. évidemment. Mais en fait, Bitensor, c'est au-dessus de ça. C'est une architecture qui permet d'incentiver des modèles, pas des modèles, mais des comportements, des applications, etc. Si on va plus loin, là, on s'imagine dans 5-10 ans, si Bitensor existe encore, tu verrais quel type de... Qu'est-ce qui pourrait être développé via Bitensor? On peut partir sur des choses. Bah écoute, j'en parlais tout à l'heure, la fission nucléaire. S'il y a des gens qui travaillent dans le nucléaire, ils vont sûrement me prendre pour un fou ou alors pour quelqu'un qui n'y connaît rien, ce qui est vrai. Mais en fait, moi, ce que j'imagine, ce que j'espère, c'est comme ça, c'est des problèmes comme ça auxquels il n'y a pas de solution actuellement. Et la solution, elle est, c'est ça, le champ des possibles est quasiment illimité. Ça, c'est les applications les plus intéressantes pour moi. Ensuite, un autre type d'application qui est très intéressant, c'est comme tu disais, la collaboration ouverte. Donc tout ce qui nécessite, toute problématique qui nécessite d'avoir un grand nombre de personnes qui collaborent pour le même but et de coordonner tous ces gens pour le même but. Donc là, en fait, le Bitcoin, c'est un peu ce que c'est. Et en termes de cas d'usage comme ça, tu vois, la recherche. On pourrait imaginer aussi des applications, on va dire classiques Web 2, qui intègrent un petit bout de ce qui est développé sur Bitensor pour améliorer leur application, quoi. Complètement, exactement. Ouais, ça c'est on le voit déjà aujourd'hui. Des applications, des entreprises, pardon, qui ont un besoin en fait en production et qui vont venir externaliser ça avec un subnet sur Bitensor.
En fait, l'application va garder un peu, on va dire, tout le côté end-user, tout le côté package de la solution, mais la production réelle, elle va être externalisée sur Bitensor. Ok. Ah On ouais, sur pourrait un subnet. imaginer dans certaines entreprises des experts validateurs qui travaillent sur des Exactement, ouais, subnets. une partie, mais tu vois, tu disais par exemple pour la recherche médicale, c'est très intéressant. On pourrait totalement imaginer euh, des labos qui disent, bah voilà, ce pan de recherche-là, très précis, on va faire un subnet pour la recherche sur ce sujet-là, etc., etc. Et donc il y aura des mineurs qui vont pouvoir venir gagner des TAO, etc., etc. Enfin, Ok, très intéressant. Et actuellement, j'avais vu qu'il y a aussi une mise à jour, on en parlait en off, sur l'intégration de l'Ethereum Machine Virtuelle, donc l'EVM, pour pouvoir créer des smart contracts. ouais, C'est ça sur Bitensor. ouais. Mais après la discussion qu'on a eue, quel est l'intérêt de faire ça en fait Alors, il y a eu plein de discussions autour de l'EVM. Il y en a dans l'écosystème Bitator qui étaient contre, qui disaient bah, il y a la DeFi c'est sur Ethereum, c'est très bien, on va faire des bridges. Bitensor, c'est pas c'est pas la DeFi, quoi. On va pas refaire la DeFi. L'objectif, oui, c'est pas de faire de la finance décentralisée. C'est ça. Euh, ensuite, il y en a qui ont quand même reconnu une opportunité énorme, c'est que déjà si tu veux un bridge trustless, il faut quand même une petite compatibilité EVM si tu veux un bridge décentralisé, première chose. Et ensuite, il y a quand même un intérêt, si on sort de la DeFi, il y a quand même un intérêt au smart contract. Et là, donc, si on va un peu plus loin, un intérêt au smart contract dans la gestion de subnet. Donc, en fait, on pourrait imaginer, par exemple, donc, la première étape, c'est le bridge. La deuxième étape, c'est de la DeFi sur Bitensor pour permettre d'emprunter du TAO, d'emprunter ou prêter du TAO, d'emprunter ou prêter des subnet tokens plus tard quand il y a le Dynamic TAO, bref, DeFi sur Bitensor. Oui, parce que c'est vrai que la supply est quand même assez limitée. Exactement. Et donc, tu as envie de pouvoir, par exemple, si tu es validateur, donc si on est dans le cas de Dynamic TAO, on veut valider sur un subnet, il faut qu'on détienne les tokens de ce subnet. Imaginons qu'on ne veut pas s'exposer au prix, ce serait utile de pouvoir emprunter ces tokens-là. Enfin, bon, bref, je passe des. Ok, non, mais si, c'est intéressant parce que ça voudrait dire que tu aurais aussi certains mineurs qui pourraient louer, enfin, de la même manière, qui pourraient louer des TAO Ouais, pour s'exposer. bah alors, en fait, le mineur, lui, il n'a pas besoin de TAO pour faire son travail. Il a besoin de TAO pour s'enregistrer. Ah oui, ok. Alors que le Et il se validateur, il a débrouille besoin, après. exactement. Alors que le validateur, il a besoin de TAO en continu. Mais donc, en tout cas, voilà, c'est toujours intéressant d'avoir des applications financières au-dessus de tout ça. Mais enfin, si on va encore plus loin, euh, c'est qu'on pourrait avoir des smart contracts qui viennent être des subnet owners, des mineurs ou des validateurs. Tu vois? Donc, tu pourrais automatiser dans le code d'un smart contract le minage Les agents IA. des agents IA, bien sûr, C'est la des mode en agents. ce moment. Évidemment, non mais tu pourrais avoir un smart contract qui en fait est un subnet owner. Et donc en fait, tu as un subnet, toi tu travailles ton subnet, tu améliores ton subnet, et au bout d'un moment tu dis bon bah voilà, maintenant il est parfait entre guillemets. C'est probablement jamais le cas, mais c'est bon. Donc je fais un smart contract, voilà, ça va régir euh, les améliorations du subnet, les prochaines étapes du subnet. Tu peux imaginer de faire une DAO derrière. Ce smart contract, il a des tokens, les votes de ces tokens, ils viennent prendre les décisions pour le subnet. Bref, donc on Ça va assez pourrait, loin, mais ça pourrait s'appliquer aussi à ce que vous faites vous, non? Pour le coup. euh, Pour de la délégation, pour de la gestion alors ouais, de mais délégation. ouais, ça pourrait, mais c'est un peu le serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire que nous, notre but, c'est de dire aujourd'hui, allouer ces TAO, ça va être très compliqué. Donc, on va essayer de faire des produits simples pour les utilisateurs. Si on fait un token qui leur permet de choisir les produits, bah, c'est de dire on vous redonne le choix qu'on Oui, c'est vous vrai. a pris au début. Moi, honnêtement, il y a très peu de tokenomics aujourd'hui que je trouve bien faites. Tao, c'en est une. Euh, mais typiquement, tout ce qui est token de gouvernance, etc., voilà, je peine à avoir quelque chose qui me. Alors après, sauf si on considère que le token, c'est vraiment une forme d'action on-chain, dans ce cas-là, ok, très bien. Mais voilà. Ok. Donc oui, à terme, on pourrait avoir de la DeFi sur Bitensor, mais plus sur de la location, du prêt, de l'emprunt de Tao. C'est ça. Initialement, c'est pour ça que... Voilà, donc les use cases principaux de DeFi, en fait, c'est les vrais use cases dans le cœur du cœur de la DeFi. Ouais. Ok. Et tu parlais donc de décentraliser un peu plus Bitensor, parce qu'actuellement, c'est quand même centralisé. Tu vois d'autres points de centralisation en dehors de ces 64 validateurs qui émettent... Ouais, bien sûr. Parce que comment est-ce que la blockchain est décentralisée? Bah, exactement. La blockchain n'est pas décentralisée aujourd'hui. C'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est
euh, ils se sont dit, OK, nous, notre objectif, c'est de faire une architecture pour incentiver des comportements, ce système de subnet, etc., tout ce dont on a parlé. On se concentre là-dessus. Et la décentralisation de la chaîne, on verra plus tard. Et c'est juste après le Dynamic DAO, c'est la prochaine to-do, on va dire, de la fondation, c'est décentraliser la chaîne. Là, déjà, ils ont fait un gros travail de réduire la taille des nœuds de la chaîne. Parce que comme on sait, bah, plus les nœuds sont gros en termes de gigas, même de téra, en fait, moins la blockchain est décentralisée. Donc ça, là, ils viennent de le faire. Ils ont réduit, je crois, je ne sais plus par combien, mais plusieurs dizaines de fois la taille des blocs. Et c'est au détriment de la sécurité ou pas? Parce que souvent. La réduction de la taille de la chaîne? Parce que c'est quoi s'ils ont supprimé certaines transactions? Comment est-ce que ça se Non, passe? pardon, non, justement, ils ont amélioré l'efficacité des transactions. Donc en fait, la donnée qui est transmise, la donnée qui est publiée sur le bloc, elle est beaucoup moins gourmande en espace de stockage. Et quelle est l'incitation pour les gens à faire tourner un nœud? Bon, j'imagine que si tu es mineur ou validateur, tu as tout intérêt à ce que. Tu fais tourner ton nœud, mais un peu comme tu dis, aujourd'hui, donc il y a cette incitation-là, mais sinon, aujourd'hui, c'est la fondation qui publie les transactions et les nœuds. Tu vois, aujourd'hui, Bit&Sor, c'est centralisé. Et donc, c'est ça le plus gros chantier de la fondation après le Dynamic DAO. Ils en sont conscients. Le problème est sur la table. Ils savent que, enfin, c'est ce qu'ils veulent faire, quoi. C'est le plan. Donc, on va voir à quel point est-ce que ça va être un niveau de décentralisation aussi extrême que Bitcoin ou pas. Je pense que l'idéal, ce serait quelque chose qui est entre les deux. Parce que quand on gagne en décentralisation, évidemment, on perd en efficacité et donc ça impacte derrière le use case. Donc, la question, c'est de voir quel niveau de décentralisation est nécessaire pour assurer la pérennité de Bit&Sor, pardon, justement. Parce que quand tu dis que c'est la fondation qui publie les transactions, c'est quoi les transactions en fait sur Bit&Sor? C'est les validateurs qui vérifient ce que font les mineurs? Alors, et les mineurs, qu'est-ce qu'ils inscrivent eux, dans la blockchain? Ils inscrivent des choses? Alors, les transactions, c'est surtout les émissions de Tao. Donc, tu sais, les validateurs votent sur chaque subnet, quel subnet reçoit combien d'émissions. Ensuite, il faut que ces Tao, dans des blocs, ils aillent sur ces subnets. Tu vois, ils aillent sur ces subnets, ils aillent sur ces validateurs, ils aillent sur ces mineurs. Donc, c'est ces blocs-là, ces transactions-là, c'est la fondation qui publie. Qui gère la blockchain en fait aujourd'hui. D'accord, ok, mais tout ce qui est travail mineur, validateur, de toute façon c'est off-chain parce Exactement. que sinon la Tout ce qui est blockchain subnet, c'est énorme. voilà. Tout ce qui est subnet, c'est sur un réseau décentralisé qui est répliqué sur les machines des subnets, des validateurs, des mineurs, et ça c'est un peu partout, quoi. Ok. Voilà. Mais le transfert du token, l'émission du token, etc., aujourd'hui est centralisé. Ok, d'accord. Et est-ce que tu vois d'autres, on va dire, inconvénients actuellement et problématiques autour de Bit&Sor, en dehors de cette décentralisation qui se fait attendre? Honnêtement, il y a cette mise à jour Dynamic DAO, il faut qu'elle ait lieu, il faut qu'elle se passe bien et que ça fonctionne. Pour l'instant, là, le design est top, ça fonctionne en testnet, il y a des derniers petits détails qui sont en train d'être réglés, donc on espère que ça va bien se passer, normalement ça devrait. Une fois que c'est ça, il y a la décentralisation, on l'a dit. Je pense que c'est pas un risque qui pourrait tuer Bit&Sor, mais j'espère qu'il n'y aura pas trop de shitcoin, pour le dire un peu vite, pas trop de shitcoin sur le côté EVM de Bit&Sor. En fait, j'espère que le développement de l'EVM sur Bit&Sor va être intelligent, va répondre à des besoins que Bit&Sor a, et pas l'inverse. Donc que vraiment cet EVM va venir servir Bit&Sor. Voilà, donc ça je sais pas. Et par exemple, ça c'est quelque chose pour lequel on pourrait peut-être être pour une version, et ils avaient hésité de le faire, une version permissive de l'EVM. Donc au lieu de permettre à n'importe qui de développer des smart contracts, de publier des smart contracts, c'est qu'en fait on va restreindre cette publication à certaines personnes, etc. Un peu dans la même idée, moi je vois un risque qui pourrait être les validateurs pourraient créer des subnets un peu fantômes où il ne se passe rien, juste pour gagner des émissions en Tao. Ouais, carrément. Ah bah, ensuite, il y a plein d'attaques possibles. Aujourd'hui, typiquement, on parlait du weight copying. C'est une attaque qui est en cours depuis, on va dire, bientôt 1 an. Il y a plein de validateurs qui s'en ont mis plein les poches sans faire le travail. Mais, tu vois, c'est pas quelque chose qui a tué le réseau. Et donc, quand tu me parles de risque, j'essaie de vraiment penser à des black swan, des trucs qui pourraient complètement tuer le réseau. Moi, voilà, c'est vraiment ce risque de centralisation. En fait, ça a introduit un single point of failure. C'est quand même un vrai risque.
mais voilà, ils en sont conscients. Ok. Et donc, cette histoire de validateur, c'est plus de la triche qui va venir, on va dire, pénaliser le développement du réseau. Est-ce que ça va venir tuer le réseau? Je sais pas. Moi, je vois pas de trucs comme ça qui pourraient venir tuer le réseau. Après, c'est le principe aussi des Black Swan, c'est qu'on les voit pas arriver. Il y a des concurrents à Bit&Sor qui ont un peu adopté le même modèle. C'est le premier à avoir adopté ce modèle-là. Ils se sont inspirés de certains autres projets, peut-être pris des petites briques de certains autres projets. Alors, c'est très vieux. Donc, je crois que c'est vraiment le premier. Ça date de 2000. En fait, on sait pas, mais Bit&Sor, je crois que l'idée date de 2019 ou 2020. Et la première version du logiciel date de 2021. Ensuite, il y a eu une grosse mise à jour en 2023. Et c'est le réseau actuel, du coup, qui a commencé en 2023. Et les subnets, eux, sont apparus qu'en novembre 2023. D'accord, ça Voilà, me fait donc pencher c'est un peu à Avalanche, peut-être dans le nom, en tout cas dans le naming. subnet, ouais, effectivement, ouais. Et donc voilà, donc ensuite en termes de vision, moi je connais pas de concurrents et je passe pas mal de temps sur CoinGecko. Donc, mais donc j'ai pas de concurrents directs qui font la Ouais. même chose. Ensuite, tu as tous les projets d'IA qui font des applications spécifiques. Mais en fait, on pourrait plus comparer ça à des subnets que vraiment à Bit&Sor. Ouais, après, si Bit&Sor a pour ambition de faire tout ce qu'ils appellent les commodités numériques, en fait, t'es concurrent De tout le monde. quasiment Voilà, tout le monde, quoi. exactement, c'est ça, Ouais. c'est ça. Et donc, concurrent direct en termes de architecture pour coordonner les subnets, etc. En tout cas, leur modèle, il est unique pour Voilà. le moment sur le marché. Ou en tout cas, peut-être que certains vont essayer de les copier pour essayer de. Ça va certainement être le cas. C'est Parce que ça, quand quelque bien chose sûr. fonctionne, On sait comment ça c'est marche. copié. Exactement. Mais ok, Mais c'était le first en tout cas. ok, intéressant. Et, euh, et si tu devais juste nous redire pour toi la plus grosse force de Bit&Sor actuellement, le truc vraiment qui fait que pour toi c'est révolutionnaire. En fait, c'est cette vision et généralisation de. Enfin, c'est la compréhension du fait que ce qui a de la valeur dans la crypto, c'est l'incentive. C'est récompenser des gens à faire des comportements et c'est comme ça qu'on influence, qu'on influence un outcome, donc un revenu, événement, quoi, ah oui, qu'il se passe quelque chose, quoi. C'est comme disait la fameuse quote de Charlie Munger. Et du coup, en fait, ils ont compris ça et ils ont mis les 10-20% de crypto qui étaient nécessaires dans Bit&Sor pour justement avoir cet engrenage de récompense, cet engrenage d'incentive qui va venir favoriser les bons comportements Exactement. et le Favoriser- développement du réseau, quoi. Voilà. Et en fait, donc c'est cette compréhension que moi je trouve incroyable et que je n'ai pas vu dans d'autres founders et aussi dans d'autres designs de réseau. En fait, c'est une compréhension très holistique de la chose, quoi. Voilà. Et de Bitcoin aussi, c'est ça la magie de Bitcoin, en fait. La magie de Bitcoin, c'est pas plein de petits aspects intéressants, c'est que ça réussit à coordonner tout le réseau. Et c'est dingue, au niveau planétaire, avec des gens qui ne se connaissent ni d'Ève ni d'Adam, qui ne se sont jamais parlé, et pourtant ils travaillent avec le même but. En fait, d'un point de vue, c'est peut-être même au niveau social, au niveau humain, quoi. C'est quand même quelque chose de dingue de pouvoir coordonner des gens comme ça. Et c'est en tout cas ce qu'essaye de faire Bit&Sor. Et on va voir si ça fonctionne. Pour l'instant, ça marche pas mal. Ok, plutôt bien résumé. Voilà. Et est-ce que tu voulais rajouter quelque chose qu'on n'aurait pas abordé, un sujet Bah écoutez, je pense qu'on a fait pas mal le tour de Bit&Sor, hein. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à venir voir sur MantaMinds. On a pas mal de ressources, on essaie de faire aussi beaucoup d'éducation. J'allais te demander un peu qu'est-ce que toi tu conseillerais aux personnes qui veulent Ouais. approfondir Bit&Sor. Bon, on a un article sur Cryptost évidemment Bien sûr. qui explique ce que c'est que Bit&Sor. Victor Crypto a fait une très bonne vidéo sur Bit&Sor. Voilà. Mais est-ce que t'as Ça, c'est d'autres pour les ressources? ressources FR. Ouais. Si vous voulez suivre l'écosystème, je vous conseille On-Chain Outpost. C'est en anglais, c'est une newsletter qui sort une fois par semaine et ça résume un peu tout ce qui s'est passé sur l'écosystème. Sinon, il y a le Tao Talk Pod. C'est une équipe de blockmates, 563 et Brody aussi qui fait ça souvent avec lui, qui font des podcasts régulièrement sur Bit&Sor. Il y a des Voilà. événements Il y a, physiques. il y a peu d'événements. Je pense qu'il y en aura un à Token 2049. Mais il y a peu d'événements parce qu'en fait, la communauté Bit&Sor, elle est très dans son coin, quoi. Elle développe son truc.
Et, D'ailleurs, les fondateurs, l'équipe derrière Bitensor, elle est quoi? Asiatique? Enfin, c'est quel pays, quelle alors nationalité? la fondation vient un peu de partout. Ok. Je crois qu'il y a un Français aussi dans la fondation, il y a une Asiatique, il y a Kunz, le fondateur, qui est américain, je crois. Je suis même pas sûr. Mais donc, il y a une grosse équipe ils sont très dispersés à travers le monde, je veux dire, ils viennent de partout. Et, euh, et voilà. Et leur profil, c'est quoi? Plutôt tech, chercheur? Ouais, plutôt chercheur et tech. Ok. En fait, tu as plusieurs pôles. C'est assez intéressant comment ils développent. Ils essayent de vraiment séparer les pôles. Donc, il va y avoir le pôle qui va designer le système d'incentive, le pôle qui va aider les subnets, les mineurs et les validateurs à bien fonctionner, le pôle qui va venir construire le wallet BitTensor, etc., Ah oui, etc. parce qu'il y a ça aussi. Ça me fait penser à l'intégration de l'EVM. Ça pourrait aussi permettre à des wallets type Rabi ou autre C'est vrai. d'intégrer Bitensor et donc d'une plus grosse, comment est-ce qu'on dit, Communauté, enfin, c'est pas le. ouais, que les gens puissent utiliser Bitensor et Ouais, augmenter effectivement la communauté, quoi. ouais, effectivement, effectivement, complètement, complètement. Et donc voilà, donc là la fondation, elle fait plein de travaux différents, elle a plein de chantiers et des équipes spécifiques en fait pour chaque chantier. C'est assez intéressant. Ok. Ils ont d'ailleurs, si vous voulez creuser encore plus, tous les jeudis, je crois que c'est à 22 ou 23 heures française, il y a ce qu'on appelle le Novelty Search. Donc c'est un call qui est sur le Discord de Bitensor tous les jeudis et qui discute des dernières updates du réseau. Et il y a souvent un projet, ça peut être un subnet, ça peut être aussi un autre projet qui est présenté au Novelty Search. Et voilà. Ok. Ça, c'est- Je crois que c'est Grayscale qui les a ajoutés dans leur Ouais, trust, mais alors eux, ils l'ont catégorisé dans l'intelligence artificielle, pour bah, le coup. parce qu'il fallait le catégoriser. Mais Et, et d'ailleurs, il y a le CEO de de DCG, l'entité ouais. derrière Grayscale, ouais, DCG, qui est à fond sur Bitensor, Exactement. hein. Le CEO, donc Barry Silbert, il est à fond sur Bitensor. Il a même créé une entité spécifique qui s'appelle Yuma, dont le but est d'incuber des subnets, donc de financer la création de subnets. Et ils ont aussi un validateur, je pense. Et donc voilà, donc Yuma, donc ouais, le fondateur de DCG est très 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 bullish sur Bitensor. Polychain, un fonds que tout le monde connaît, très bullish sur Bitensor, très early aussi. Pantera, je crois aussi. Donc voilà, il y a quelques Parce que là, gros il acteurs. veut incuber des subnets, mais justement, les subnets, je trouve, enfin les créateurs de subnets, en tout cas, vont toucher donc 18% des TAO qui sont émis au subnet, ce qui est pas non plus énorme en comparaison avec les mineurs et les validateurs, mais Ah, ça reste ça reste quand même pour correct le travail, ouais, ouais, parce que le travail qui est exactement. fait est en fait pas, enfin, entre guillemets, C'est pas si différent. important que ça, mais Non, non, c'est très différent comme travail, donc c'est une très bonne rémunération. Mais le problème, c'est le coût d'entrée. C'est que jusqu'à ce que Dynamics TAO sorte, le coût est quand même assez significatif. ouais. Là, je me De mets à 1000 la place TAO en de ce moment. Barry Silbert, justement, quel est l'intérêt pour eux d'incuber Et ben, ces... c'est que tu payes avec tes TAO, tu payes l'enregistrement du subnet pour la team. Et ensuite, en échange, tu récupères un pourcentage des revenus du subnet. Je ne connais pas Et donc en exactement les TAO deals. pour le coup. Parce Ouais, que en TAO. Bah, tu mets des TAO et tu récupères des TAO. ouais, parce que les revenus que les validateurs peuvent faire, ils pourraient faire payer par exemple Ouais, l'accès aux données des mineurs à des particuliers ou à des entreprises, mais ils peuvent les ouais. faire payer en n'importe quoi. Ça peut être en dollars, ça peut être en stablecoin, ça peut être en tout et n'importe quoi, non? Mais là, du coup, on parle du validateur, pas du subnet Oui, owner. c'est ça. Oui, oui, c'est ça. Donc en fait, DCG, Yuma, donc l'entité Yuma, Eux, c'est vraiment subnet owner. C'est pas validateur, c'est pas. exactement, c'est vraiment subnet owner, c'est-à-dire vous voulez créer un subnet, nous on va vous financer le lock cost, donc en ce moment à peu près 2000 TAO, et en échange vous allez nous donner X% des revenus, quoi. Ok. Rigolo qu'ils aient pas fait ça sur les validateurs. Je me serais dit, il y a peut-être même plus, encore plus d'intérêt à le faire pour des validateurs. À terme, bah, à terme ça arrivera, hein, je pense aussi. En fait, à mon avis, il va y avoir une grosse transition des validateurs post-Dynamic TAO. Quand ils vont devoir prendre un risque, s'exposer au risque du token du subnet, à mon avis, ils vont beaucoup plus réfléchir à choisir aux subnets sur lesquels Ils ils vont se valident. professionnaliser. Ouais. Exactement, ouais. Oui, dernière chose avant de finir le podcast, ça fait quand même un petit moment. Tu parlais des tokens, des subnets. Je voudrais juste revenir sur cette mécanique-là sur Dynamic TAO. C'est-à-dire que tu vas bloquer des TAO sur un subnet et qu'en échange, tu vas récupérer des tokens associés au subnet, mais que tu ne peux revendre que contre des TAO. Exactement.
Et C'est après, le exactement prix ça. de ton token par rapport au Tao fluctue selon l'intérêt La qu'ont les demande, gens pour le exactement. subnet. Donc les meilleurs subnets auront plus de demandes. Donc normalement, tu rentres et si tu veux sortir, tu sors avec plus de Tao si tu as choisi Les les bons bons subnets. subnets. C'est exactement ça. C'est exactement le principe du Dynamic TAO. C'est ça, c'est rajouter cette dynamique de marché à la distribution des émissions entre les subnets par cet achat et cette revente. Et donc le prix du TAO qui va, enfin le prix pardon, du subnet du token qui va monter et qui va baisser. Et pour en revenir du coup au sujet des validateurs, ils vont devoir donc, pour valider sur un subnet, ils vont devoir acheter ce token, ils vont devoir investir en TAO et acheter donc ce token du subnet. Et donc maintenant, avec Dynamic TAO, s'ils choisissent les mauvais subnets, leur token, leur capital va baisser en valeur. Ok. Et vous, ça introduit encore quelque chose en plus là, pour le coup. Bien sûr. Et vous avez prévu de prendre des frais sur les gains que pourraient faire les gens grâce à vous, un système comme ça? Bien sûr, oui, les frais de nos stratégies, c'est des frais très minimes. Nous, l'idée, c'est de ne pas impacter le rendement de nos utilisateurs. Mais effectivement, oui, oui, il y a des frais. En fait, alors ça, on peut aller un peu plus loin, du coup, dans ce système de frais, c'est que il y a plusieurs options de monétisation, en fait, une fois qu'on fait ça, une fois qu'on distribue les TAO. Et donc, il y a prendre des frais aux utilisateurs, mais aussi peut-être prendre des frais à ceux qui reçoivent les TAO. Enfin bref, en fait, il y a vraiment plusieurs options à ce niveau-là. Nous, le but, c'est d'être le plus transparent avec l'utilisateur. Si on vous montre 19%, c'est que vous recevez 19% dans votre wallet. Aujourd'hui, comment on calcule notre APY? C'est qu'on prend un wallet qu'on a staké avec nous, qu'on a fait utiliser MantaMinds, et on regarde combien il gagne tous les jours, et on calcule. Donc c'est vraiment net de frais, au final, combien tu reçois. Et c'est ce qu'on va faire pour les autres stratégies. Voilà. Donc il n'y a pas du tout d'histoire de frais cachés, de machin, de trucs. Ok, ok. C'était super intéressant. Ouais, tout pareil. Rien d'autre à ajouter? Tu penses qu'on a fait un bon tour d'horizon là Je pense sur qu'on est bien Bitensor? rentré dans le détail. Ouais, bon, bah trop bien. J'espère que ça a été compréhensible pour tout le monde en tout Moi cas. aussi. Normalement, on est allé du plus simple au plus compliqué, j'espère. Mais en tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire et puis on y répondra. Enfin, Gustave plutôt y répondra. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci de l'invitation. Salut.